Bonjour. J'avais pris congé de mes activités de libre penseur et youtubeur en raison des activités professionnelles de plus en plus accaparantes. Cependant, bousculé par l'urgence de l'actualité internationale et l'abondance des sujets épineux, j'ai dû me faire harakiri afin de trouver le temps nécessaire à la réalisation de cette capsule. En effet, de l'esclavage des Noirs en Libye à la publicité controversée du groupe suédois H&M, en passant par les propos tonitruants du président américain Donald Trump, les sujets ont été très nombreux, suscitant des questionnements dans le monde de l'après-guerre froide en proie à de profondes mutations dont on pourrait facilement dire qu'il est à la croisée des chemins tant les défis sont nombreux et complexes entre autres. Le racisme, l'esclavage moderne, le terrorisme, la nouvelle guerre froide, la menace d'une guerre mondiale, la crainte d'une guerre nucléaire, etc. En effet, l'actualité mondiale est marquée aujourd'hui par des incidents à caractère raciste et haineux au point où il est urgent de lancer un débat de fond sur cette réalité et de se questionner sur le vivre ensemble dans des sociétés de plus en plus multiculturelles. Au Québec, le Premier ministre Philippe Couillard a instauré dès le 5 décembre un forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Le forum comportait 3 séances plénières portant sur l'emploi, la lutte contre la discrimination ainsi que la formation et la francisation. En effet, avec l'élection de Barack Obama à la Maison-Blanche, on avait cru que l'impact psychologique d'un tel événement allait régler définitivement la question du racisme aux États-Unis et dans le monde. Barack Obama, en tant que premier président noir des États-Unis, devrait œuvrer pour améliorer la condition des minorités au sein de son pays. Du moins, c'est ce que tout le monde imaginait, y compris les républicains. Malheureusement, force est de constater aujourd'hui que la situation ne s'est pas améliorée aux États-Unis et dans le monde. Pire encore, la situation des Noirs américains s'est dégradée sous Obama à tel point qu'aujourd'hui la fracture culturelle aux États-Unis est revenue près de son niveau des années 60. Par ailleurs, l'abondance de l'actualité en provenance d'Afrique, les relations complexes entretenues par les États africains avec les anciens colons d'hier m'inspirent la capsule d'aujourd'hui que j'intitule « Le syndrome de Stockholm ». Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez les otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs bourreaux et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle et d'amour vis-à-vis de ceux-ci selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Le syndrome de Stockholm décrit donc une situation fondamentalement paradoxale où les personnes agressées vont développer des sentiments de sympathie, d'affection, voire d'amour, de fraternité, de grande compréhension vis-à-vis de leur agresseur, avec pour comme de l'ironie une adhésion à leur cause. Ceci entraîne automatiquement un sentiment d'hostilité et de haine vis-à-vis des forces de l'ordre qui tentent de libérer les otages. Expression créée en 1973 par le psychiatre suédois Nils Bejerot, le syndrome de Stockholm était déjà connu et décrit par des psychanalystes comme Sandor Ferenczi, qui parlait d'identification à l'agresseur comme modalité psychique d'adaptation à toutes sortes de situations traumatiques. D'un point de vue historique, le syndrome de Stockholm tire son origine lors d'un hold-up durant l'été 1973 qui a lieu à Stockholm. La situation va mal tourner. Les braqueurs sont obligés de prendre en otage plusieurs employés qu'ils vont séquestrer durant plusieurs jours. Les négociations aboutiront finalement à la libération des otages. Le syndrome de Stockholm a été largement exploité au cinéma et dans la littérature. Nous pouvons citer entre autres 2 films notamment Bandit, film américain paru en 2001 et réalisé par Barry Levinson, Last Day of Summer, film américain paru en 2013 et réalisé par Jason Reitman. J'aimerais à présent tenter de comprendre ce paradoxe à la lumière du comportement des dirigeants africains. En effet, l'histoire de l'Afrique est marquée par une relation complexe avec le monde occidental, caractérisée par plusieurs événements traumatisants qui influencent encore aujourd'hui l'inconscient collectif du peuple noir. Je peux en citer traite négrière, ségrégation raciale, apartheid, colonisation, guerre d'indépendance, guerre froide, guerre d'occupation, néocolonisation, on peut en citer bien d'autres qui ne sont pas tout le temps médiatisés. Aujourd'hui,
60 ans après les indépendances, le peuple noir continue de subir les conséquences des traumatismes subis lors de ces différentes épreuves, et seul l'Africain sera capable de mobiliser efficacement des ressources sur le continent et à l'échelle mondiale, notamment dans la diaspora africaine, pour s'opposer en garant d'une véritable indépendance politique, économique et culturelle de l'Afrique. Il est inutile de croire que les Occidentaux nous aideront à nous en sortir, car entre les nations, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Dans une planète marquée par la mondialisation, il est possible de rendre l'Afrique consciente de sa situation, notamment par l'utilisation massive des technologies de l'information, qui malheureusement est utilisée à d'autres fins par la majorité d'Africains. Une prise de conscience collective est urgente et nécessaire afin de profiter des ressources que l'on sait colossales et la puissance économique qui devra en découler. Cette prise de conscience se veut centrale et incontournable si l'on veut débarrasser définitivement l'Africain de son aliénation, de ses inhibitions, bref des traumatismes subis au cours de l'histoire, des complexes et des blessures profondes qui en ont résulté. Dans cette quête de dignité et d'identité qui devrait être le combat de tous les Africains, il apparaît tout de même paradoxal de voir le comportement de ces dirigeants dont le syndrome de Stockholm semble bien traduire le comportement aujourd'hui. Dans un continent marqué par la pauvreté, la guerre, la famine, la violence, il apparaît curieux et paradoxal de constater la relation que l'Africain entretient aujourd'hui avec son bourreau d'hier. Quelques exemples. Quand nos dirigeants pillent les ressources financières publiques, ils vont les déposer dans les paradis fiscaux en Occident. Quand ils sont malades, ils vont se soigner en Occident. Pour investir, ils vont en Occident. Pour acheter un château, ils vont en Occident. Pour faire le shopping, ils vont à Pékin, Rome, Paris, Londres, New York, etc. En vacances, ils visitent Paris, Rome, Los Angeles. Pour l'école des enfants, ils choisissent la France, l'Angleterre, la Suisse, le Canada, on peut citer bien d'exemples. Curieusement, quand ils meurent, ils demandent tous à être enterrés en Afrique. Il est urgent de repenser un modèle de coopération de l'Afrique avec son ancien colonisateur. Comment comprendre qu'aux grandes dames des chefs d'État africains, les Occidentaux ont financé la construction des prisons privées en Libye dans le but de freiner l'arrivée massive des migrants sur le territoire européen, situation qui a totalement dégénéré au point de rendre légal le crime, l'exploitation et l'esclavage? Voilà une question qui se pose. La découverte et la révélation à la face du monde de cette pratique vers la fin de 2017, qui a fait le tour du monde, semble être aujourd'hui une question totalement oubliée et relevée au calendrier grec. Il est urgent de rompre avec le syndrome de Stockholm chez les dirigeants africains si nous ne voulons pas être perçus comme la risée du monde. Vivement une prise de conscience collective, condition sine qua non de la dignité de tout le peuple noir. Merci de visiter cette capsule. Merci de la partager au maximum et beaucoup d'indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.